Bonjour, il a refusé une promotion au sein de la filiale de Total, le groupe Total Aerospace qui donc l'employait. Et il a préféré un portefeuille ministériel, celui de l'industrie, en Tunisie. Il a un profil purement d'ingénieur, je crois, hein, plutôt aéronautique, on en reparlera aussi un petit peu. C'est monsieur Mehdi Jomra, ministre de l'Industrie tunisien. Merci beaucoup d'être parmi nous, on est très honorés. Vraiment. Et vous avez choisi pour votre premier déplacement à l'étranger, la France. J'ai l'impression qu'il faut y voir plus qu'un symbole vous concernant. Tout à fait. Je vous remercie de m'avoir invité pour parler de mon pays, pour parler de mon portefeuille. Et pour compléter l'information me concernant, effectivement, j'ai fait le choix d'embarquer dans son portefeuille de ministre en Tunisie. C'est par conscience que le pays a besoin aussi de ces hommes, là où ils se trouvent. Et c'est un service, une mission inscrite dans le temps. Plutôt, je prends ça comme une mission qu'un honneur, en fait. C'est un CDD. Un CDD, je prends ça comme une mission parce que je ne veux pas m'engager dans une perspective politique. Ça risque d'entraver, en fait, mon exercice au quotidien. On sait très bien, quand on a des échéances, on se conditionne et je ne veux pas avoir d'échéance. Mon seul objectif, c'est de mener l'action sur le terrain à ma manière, telle que je la conçois et dont le pays a besoin. Pourquoi la France? Je pense qu'objectivement, au-delà de toute explication affective qui est réelle aussi, vous savez que les liens qui existent entre la Tunisie et la France, c'est des liens historiques, des liens du présent et des liens sur tous les plans, y compris affectifs, mais encore plus, ma décision a été prise sur des données plus objectives. La France est le premier partenaire de la Tunisie, premier importateur, premier exportateur, premier investisseur étranger. Donc à plusieurs titres, en fait. La France, c'est pas un choix, ça s'impose. Et je pense que pour l'avenir aussi, c'est l'un des axes les plus forts à côté de nos voisins et à côté de l'Afrique qu'il faut continuer à développer pour donner à la Tunisie les moyens de ses aspirations. Vous êtes ministre de l'Industrie tunisien. Tout à fait. Ici en France, donc, pour rencontrer justement des investisseurs. Et parmi vos rencontres, il y avait le ministre du redressement productif français, M. Arnaud Montebourg, que vous avez rencontré hier soir. Quel sujet avez-vous abordé avec Arnaud Montebourg? Tout d'abord, lui donner une visibilité sur le calendrier politique, ce qui est très très important en fait, parce que tout le monde est dans l'attentisme. Lui donner aussi le reflet de ce qui se passe sur le terrain réellement en Tunisie aujourd'hui et le rassurer sur le fait qu'on est dans un processus très constructif, très évolutif et que malgré ce qu'on peut entendre par-ci, par-là, qui est fondé sur des réalités, il ne faut pas tout rejeter, la Tunisie est sur la bonne voie en fait, de la démocratie et ça importe et c'est très important pour nos homologues et puis nos amis français, de se rassurer parce qu'il y a un rapport aussi politique, un rapport économique, mais un rapport affectif. Je pense qu'on a pu échanger sur cet aspect et les choses sont partagées, sont claires, mais aussi on a parlé du renforcement de nos relations dans tous les domaines et plus particulièrement tout ce qui tourne autour de mon portefeuille, l'industrie et l'énergie. Alors, dans ce portefeuille-là, bien sûr, il y a les questions automobiles. Ouais. La Tunisie emploie 60 000 personnes autour des composants automobiles, dans cette industrie-là. Aujourd'hui, comment vous, en tant que ministre de l'Industrie tunisien, vous comptez inciter les équipementiers mondiaux et français de surcroît, puisque justement au niveau mondial, ils se comportent plutôt bien, sont plutôt des champions. Comment vous allez les inciter à renforcer leur présence en Tunisie? Tout d'abord, je pense que les choses se sont faites dans le temps, mais pas par hasard. C'est qu'aujourd'hui, on dispose d'un réseau industriel en fait, d'équipementiers auto qui est relativement conséquent. Et on a su évoluer aussi en gamme. On a commencé avec du câblage simple, tout au début. Maintenant, on a une industrie de câblage qui est très développée et qui est reconnue en France et même, je dirais, au-delà, en Europe. On a d'autres industries, l'industrie de l'électronique, on a l'industrie mécanique, l'usinage, le décolletage, la fonderie. Donc il y a plusieurs éléments de puzzle aujourd'hui qui sont reconnus, qui sont des technologies, des techniques, des industries et puis des process qui sont maîtrisés en Tunisie. Une logistique aussi qui s'est bien adaptée et qui devient réactif. Donc on a un terreau, on a un tissu en fait, qui peut aujourd'hui accueillir davantage. Et je pense que si les pionniers avaient fait beaucoup d'efforts en fait pour monter ça, et je remercie toutes les sociétés qui ont cru
à la Tunisie, même quand ce n'était pas une terre industrielle. On peut évoquer Valeo, Plastivaloir. Valeo, Plastivaloir, des groupes comme ça. Bosch vous les aussi, connaissez, Bosch, oui, il y en a pas mal, tous les grands noms, on peut décliner davantage. Aujourd'hui, je pense qu'on peut construire, on peut aller au-delà. Ce qu'on souhaite, c'est d'avoir un taux d'intégration, de monter en gamme technologique aussi. On a les moyens, on a les ressources, on a les compétences. Et puis on commence à voir la culture de l'industrie auto qui est très spécifique, comme vous le savez. Donc ça, c'est indispensable pour attirer un industriel. À côté de ça, bon, je vous ai parlé de l'aspect transitoire en fait en Tunisie. Vous avez bien compris qu'on est en train de tourner la page de la transition, et 2 ans pour un événement aussi majeur, c'est pas trop demander à un peuple. Malgré son impatience. Malgré son impatience, parce que l'impatience naît de l'ambition et de la jeunesse, et on a les deux. C'est un atout, mais il faut savoir le gérer. Mais je pense que la raison a toujours fini par la porter historiquement en fait en Tunisie, et on n'est pas prêt de changer ça aujourd'hui parce que c'est aussi un atout. Donc de ce côté-là, on continuera dans la stabilité. Nous sommes persuadés que même en termes de régime politique, en fait, quelle que soit la coalition, mais ça sera une coalition, et cette coalition, son centre de gravité sera positionné au centre. Qu'on soit très clair aussi sur ça. Donc c'est des préalables en fait qui sont importants à expliquer et à communiquer pour rassurer, parce que la confiance aussi est un préalable à tout acte d'investissement. Et puis d'autres incitations en fait. On a parlé de la logistique, mais du cadre fiscal, de la proximité de l'Europe, de l'abondance de ressources aussi formées. Vous savez qu'en Tunisie, si on a investi ces 5 dernières décennies, c'est plutôt dans l'éducation. On a un taux de formation, un taux d'éducation, un taux de fréquentation oui, tout à fait, de l'université, ce qui est la chance en fait pour la Tunisie, mais ça pose aussi des problèmes. Et je pense que la réponse à ça, c'est de monter en gamme pour essayer de trouver des emplois un peu plus qualifiés pour ces ressources qualifiées. Donc je pense qu'on a un cadre global, et puis je pense que pour un investisseur étranger, la Tunisie, c'est pas vraiment galère. C'est un endroit où on peut faire de l'industrie, où on peut faire de gain de productivité, où on peut faire des choses, mais c'est aussi bon à vivre, et ça compte aussi. Alors malgré la longue période de censure du web tunisien pendant l'ère Ben Ali, ça n'a pas empêché la Tunisie de ne pas rater le coche du numérique. Elle est en pointe dans la téléphonie mobile, dans la création de logiciels, l'édition de logiciels, les structures de réseau et ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y a pas là justement une chance historique et unique presque pour la Tunisie de monter en gamme en reliant ce savoir dans les nouvelles technologies de l'information et de communication au domaine automobile? Je pense au concept de voiture connectée, je pense par exemple aussi aux interfaces homme-machine. Est-ce que ce n'est pas là que le high-tech en fait pourrait sauver, ou en tout cas donner une nouvelle impulsion à l'industrie automobile tunisienne? Oui, tout à fait. Je suis d'accord en fait avec votre analyse, et effectivement c'est une opportunité à côté d'autres opportunités qui peuvent se trouver dans d'autres technologies comme la mécanique ou l'assemblage ou l'intégration, la montée en périmètre d'intégration. Le numérique, c'est quelque chose que nous développons en Tunisie, que nous encourageons. Donc vous parlez de l'interface homme-machine, on peut parler aussi de mécatronique qui va demander du numérique, on peut parler du numérique embarqué. Tout ça, c'est des choses vers lesquelles on souhaite réellement pousser, parce que c'est des domaines à fort contenu technologique qui demandent plus de ressources en fait que d'équipements, et c'est un choix délibéré qu'on fait et qui correspond aux besoins du marché et aux souhaits d'orientation que l'on souhaite avoir. Et des ressources en matière grise que vous avez de façon abondante. Qui sont abondantes, parce que c'est des besoins en ingénieurs, en techniciens, et ça, nous en avons ce qu'il faut. Bon, reste que pour aller vite, en fait, on a besoin de partenariats, parce qu'on ne peut pas faire les choses dans un coin, on a besoin d'un constructeur, on a besoin d'un équipementier pour développer, pour que ça ait un sens. Le développement sans ce labo n'est pas suffisant aujourd'hui, et surtout si on vise un secteur industriel. Et c'est là aussi, c'est l'un des sujets qu'on a exposé à tous nos partenaires
pour trouver des créneaux de partenariat. Nous avons des pôles technologiques aussi qui sont associés maintenant, qui font le lien ou le maillon entre les laboratoires, l'université et l'industrie. Et dans ce cadre, les technologies de l'information, l'informatique, l'informatique embarquée en font partie et nous souhaitons réellement et nous poussons et nous fortement et nous recommandons en fait à nos partenaires d'aller nous aider, d'aller s'associer sur ces créneaux qui sont très porteurs pour l'industrie de l'automobile tunisienne. Et le high-tech, de façon générale, est-ce que c'est pas un peu la réponse tunisienne au low-cost marocain et algérien? Je pense qu'il faut les deux, hein, parce que le low-cost algérien et marocain, tout d'abord, la Tunisie souhaite et est toujours dans la démarche d'avoir un constructeur. Parce que quand on a un constructeur, c'est un véhicule d'un tissu industriel et de sous-traitance qui est important et accéléré. Donc nous sommes dans cette démarche. Mais nous nous inscrivons aussi dans les réalités qui sont en train de se dessiner sur le marché et nous souhaitons offrir notre savoir-faire aujourd'hui, notre réseau de sous-traitants à nos voisins algériens et marocains dans leurs projets aussi d'installation de constructeurs. Justement, on va rester dans cette synergie, on va dire maghrébine. J'ai entendu qu'un ingénieur cadre au Maroc coûtait grosso modo 2000 € brut, hors charge sociale. En Tunisie, c'est la moitié, c'est 1000 €. Alors, la question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qu'il reste à faire en Tunisie pour améliorer la compétitivité du site Tunisie? Je me mets à la place de nos amis marocains et nos frères marocains et j'exprime la réserve en fait de une comparaison aussi directe entre les deux. Je pense qu'effectivement, ce qui se dit, c'est qu'aujourd'hui, un cadre marocain coûte un peu plus cher qu'un cadre tunisien et je souhaite au cadre tunisien de rattraper assez rapidement. Ce qui manque, je pense que la Tunisie était sur une... vous savez que la Tunisie est le premier exportateur de produits manufacturiers du sud au nord. Donc il manque rien. Mais si vous nous voyez parler avec insistance de ça, c'est notre volonté d'aller plus vite. Donc même dans la comparaison, en fait, je suis heureux de voir que nos amis marocains savent communiquer autour de leurs forces, et tant mieux. Et plus le Maroc est fort, plus l'Algérie, plus la Libye est forte, plus ça présente des opportunités pour la Tunisie, et on s'en réjouit. Mais je pense que la Tunisie ne manque de rien. On peut dire qu'elle a accusé une petite pause, en fait, à l'occasion de cette transition. Mais ça n'a pas duré longtemps. Une très petite pause, puisque c'est 2011, récession de 1,9. Récession, 1,9. L'année suivante, 2012, on a eu 3,6 de croissance. Et là, on est à 4,5. Mais nous restons insatisfaits parce que nous considérons qu'on a les moyens de faire de la croissance en fait, entre 6 et 7%, voire même un peu plus. Et c'est à nous de rattraper ça rapidement. Je vous dis, en fait, on a une population des gens qui sont très ouverts sur l'extérieur, des gens qui sont instruits, qui sont pleins d'ambition et qui ont la jeunesse, donc ils ont toute l'impatience et c'est des insatisfaits et c'est un moteur d'évolution. Et la Tunisie intéresse de façon bien plus large que le simple Maghreb ou la zone euro-méditerranée, puisqu'il y a aussi des partenariats engagés avec des pays que l'on retrouve dans les fameux BRICS. Alors je pense là à l'Inde en particulier, il y a une usine d'acide phosphorique avec des fonds indiens, je crois que c'est un investissement d'un peu plus de 700 millions d'euros. Oui, presque 1 milliard. Est-ce que c'est pas l'opportunité pour la Tunisie quelque part d'être un peu le cheval de Troie de pays comme l'Inde et, 3 points de suspension, surtout la Chine? Avec la Chine, on ne peut pas dire, en fait, sur un plan industriel qu'on a une étroite... il n'y a pas encore de négociation, pas encore de... Oui, il y a quelques touches, mais il n'y a rien de sérieux, en fait, sur le terrain, rien de concret. Donc on peut toujours rêver d'avoir des choses, mais je vous parle au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien de concret. Il y a des très bonnes relations, en fait, avec la Chine. Il y a beaucoup d'échanges aussi sur les compétences, sur le savoir, des stages, des formations. Et ça, c'est très bien. Mais de parler de réalisation industrielle, non, il n'y en a pas vraiment vu. Je dois être honnête avec vous, non, il n'y en a pas. Il n'y aura pas de composants automobiles fabriqués en Tunisie pour de toutes les manières, vous savez, en fait, il y a les règles d'origine qui régissent tout ça, même si on a un accord de libre-échange en fait, avec l'Europe, nous souhaitons aussi rester dans l'éthique et les règles du jeu. Si on cherche à gagner partout, on finit par perdre. C'est quoi? C'est de rester fidèle à l'Europe? Enfin, de rester dans les règles qui régissent ce rapport-là et qui sont clairement définies. En fait,
Si on veut parler de fidélité, tant mieux, hein, ça reste encore effectif et on a des rapports qui nous permettent d'utiliser ce genre de jargon. Et puis une situation géographique rêvée. Je vais tout simplement me situer par rapport aux engagements. Par rapport aux engagements, on ne peut pas tout faire et faire n'importe quoi. Mais en tout cas, concrètement, aujourd'hui, avec l'Inde, ce n'est pas dans l'automobile, c'est plutôt dans le domaine des engrais. L'Inde est un grand client pour la Tunisie. Pour le phosphate, les dérivés de phosphate, et ce projet s'inscrit dans ce sens-là, de fidéliser un client et de lui donner la participation dans le procédé d'extraction et de transformation. C'est un partenariat entre un client et son fournisseur, plus que le grand partenariat tel que vous pouvez l'imaginer, comme on peut le dessiner entre la Tunisie et ses voisins, ou la Tunisie et l'Europe. Mais ça n'empêche, avec l'Inde, on peut faire beaucoup de choses. Moi, j'ai rencontré dernièrement l'ambassadrice d'Inde. On peut faire des choses, mais bon, on ne sera pas dans la même dimension que celle avec l'Europe ou les voisins. Alors justement, l'Europe, récemment, vous avez successivement reçu l'ambassadeur de France en Tunisie avec toute une délégation, et puis un peu plus tard une autre délégation qui, elle, était allemande, pour parler d'énergie renouvelable. Ouais. Alors, qui va remporter le gâteau tunisien de l'énergie renouvelable? Tout d'abord, ce n'est pas un seul morceau. Donc il y en aura pour tout le monde. Okay. Et comme vous le savez, dans ce genre de choses, bon, on a des très bons rapports aussi avec les Allemands, qui ont eu vraiment une position très honorable avant et surtout après la Révolution, qui donne beaucoup de soutien, au même titre en fait, que nos amis français. Donc, enfin, il y en aura pour tout le monde. Il n'y a pas de compétition, il y a beaucoup à faire. Et avec les deux, on avance à pas sûr. Et même, il y en a pour d'autres aussi. Hein. Donc, il n'y aura pas d'exclusivité. C'est pas demandé, c'est pas souhaité. Et plutôt un rapport de collaboration ouvert avec les différentes compétences et les différents pays. Si j'évoquais l'Allemagne et la France, ce n'était pas forcément pour les opposer, c'était surtout pour vous amener sur la question de la voiture propre, puisqu'on parlait d'énergie renouvelable. Quelles sont les ambitions de l'actuel gouvernement sur ce dossier? Est-ce qu'il y a des projets de, je ne sais pas, développer le véhicule électrique ou de développer des infrastructures, ou c'est encore trop tôt pour y penser? Je pense que c'est encore très tôt. Je connais un peu le sujet. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'état actuel, on peut participer, mais on ne lancera pas un projet de véhicule propre. Ça demande des moyens financiers colossaux, en fait, dignes de grands constructeurs ou des grands pays comme la Chine. Mais si un jour, par exemple, le robinet libyen, le robinet de pétrole, était coupé, qu'est-ce qui se passerait en Tunisie? On n'a pas de robinet libyen. Il n'y a pas de robinet libyen, il n'y a pas d'accord de tractation entre... Non, on achète du pétrole libyen, mais comme on achète d'autres pétroles, bien évidemment, on privilégie les voisins, mais on n'a pas de vanne gratuite. D'accord. Et puis pas de risque de pénurie ou de choses comme ça? Non, on a parlé ce matin de la stratégie énergétique et des perspectives énergétiques de la Tunisie. Effectivement, la Tunisie n'est pas un grand pays producteur de pétrole et aujourd'hui, depuis quelques années, on a un déficit qui se creuse parce que, effectivement, nous souhaitons avoir de la croissance et pour la croissance, elle a besoin d'énergie. Et nous n'avons pas les ressources dont disposent nos voisins, donc ça passe forcément par une collaboration et des discussions avec nos voisins pour essayer de se servir en fait au plus près, et c'est beaucoup plus efficace. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on développe des énergies renouvelables. C'est une des alternatives qui s'offrent à nous pour essayer de compenser ce déficit. Dernière question, je dirais, sur le paysage industriel global tunisien. L'une de vos principales motivations à cette venue à Paris, c'était bien sûr donc de rencontrer les acteurs de l'automobile français. Mais ces acteurs, ces équipementiers en général, fournissent également un domaine que vous connaissez donc très bien, l'aéronautique. Et donc la Tunisie, qui forme plus de 4000 ingénieurs par an, n'a-t-elle pas là aussi une opportunité quelque part d'emploi pour des ingénieurs tunisiens dans le domaine de l'aéronautique, secteur où en France il y a une grande pénurie du coup en compétences humaines? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc l'aéronautique, pareil, c'est une industrie maintenant qui est installée. Nous commençons à avoir un tissu et des grands noms, en fait. Vous savez, Aerolia, Actecoair, Hutchinson, Zodiac, donc des grands noms qui sont installés. Et réellement, c'est un axe majeur de développement aussi pour la Tunisie, parce que nous connaissons aussi la situation, en fait, des grands constructeurs comme Airbus, ils ont un carnet de commandes qui fait rêver. Qui fait rêver. La surchauffe aussi sur les ressources, et en même temps le besoin de compétitivité vis-à-vis d'autres concurrents.
Et c'est un domaine qui est très consommateur de ressources très qualifiées qui correspondent à ce dont on dispose en Tunisie. Et moi j'aime bien utiliser l'expression de réservoir que nous pouvons mettre à disposition dans un cadre de partenariat global, dans une compétitivité globale. L'aéronautique présente un créneau assez important et j'en discute avec mes homologues ici, avec les investisseurs, avec les industriels, et je souhaiterais rapidement accélérer en fait cette tendance-là parce qu'il y a un intérêt commun.